Et voilà, c'est l'heure de votre grande interview, Frédéric Chenet. Je disais en introduction que votre nom et votre histoire professionnelle s'étaient fondus avec celle d'une marque culte du jeu vidéo. Alors pour vous, cette histoire, elle a commencé en 2000. Vous quittez la banque Lazare pour rejoindre l'aventure Infogrames, studio de jeux vidéo français, fondé et dirigé par Bruno Bonnel. C'était la grande époque. En 2007, donc, Infogrames rachète Hasbro Interactive et récupère et adopte cette marque mythique Atari. Alors, dans le souvenir de tous les fans, c'est l'américain, pionnier du jeu vidéo, notamment avec Pong, auquel beaucoup d'entre nous font référence régulièrement. On est au début des années 70. Déjà, juste sur votre histoire, au moment où on rachète cette marque Atari, vous sentez que là, vous touchez quelque chose de précieux du doigt ? Oui, je crois que c'était en 2001, donc Infogrames décide de racheter toute une division d'Hasbro dans laquelle il y avait dans un tiroir la marque Atari. Nous, on savait qu'elle était là. Et je crois qu'effectivement, c'est une marque mythique. C'est la première marque des jeux vidéo. C'est Nolan Bushnell, qui est le fondateur d'Atari, a en fait lancé l'aventure du jeu vidéo. Et c'est vrai on voit Pong, qui reproduit un peu du ping-pong. Notre industrie, depuis, a énormément évolué, puisqu'on est sur de plus en plus de consoles, de plus en plus d'expériences de jeux, de plus en plus de territoires. Mais même au-delà de ça, il y a même jusqu'à aujourd'hui, on a encore une tranche de la population qui ne joue pas. Alors, on voit les femmes qui... Dans les et on voit la 2000, console. Voilà, donc là, c'était la première. Souvenir. On a surtout même les femmes qui désormais jouent, puisqu'il y a, au début des années 2000, on était, on va dire, 90% joueurs et 10% joueuses. Et aujourd'hui, sur des jeux comme Candy Crush, on est quoi, 50-50, voire une majorité de femmes. Donc on est vraiment dans le jeu qui a envahi la société. Alors, c'est la belle époque, je disais, tout se passe très bien. Et puis en 2012, badaboum, il y a le gros de l'équipe dirigeante qui s'en va. Alors en fait, en 2007, il y a eu un fonds d'investissement qui est devenu le premier actionnaire. Donc on est tous partis à peu près à cette époque-là. Et en 2012, effectivement, ce fonds a tapé le mur et on a eu une société Atari dont les actions étaient cotées à Paris. Donc du jour au lendemain, les actions se sont retrouvées suspendues de cotation. Donc il y avait 60 000 actionnaires que je voudrais saluer aussi, puisqu'ils sont encore là pour la plupart, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans actions cotées et avec une société Atari qui était en dépôt de bilan aux États-Unis. Et le fonds m'a rappelé à ce moment-là, donc on est fin 2012, début 2013. Avec une menace de redressement judiciaire en France ? Alors, menace de redressement judiciaire en France, et il y avait à l'époque 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 30 millions d'euros de dette, à peu près, un peu plus même. Donc, effectivement, moi, ça ne m'a pas pris très longtemps pour savoir que je voulais le faire. Donc quand vous êtes revenu, donc c'était en 2013, vous décidez de revenir chez Atari, vous vous dites quoi là ? Vous dites, il va falloir tout reprendre à zéro. Quelle est votre réflexion à ce moment-là ? En fait, je dis qu'il va y avoir une phase de survie, puisque quand on repart avec 1 million de chiffres et 30 millions de dettes, c'est quand même pas évident. Je crois que c'est une situation, on va dire, désespérée. Donc, je sais qu'il va y avoir, d'un côté, un travail important sur la dette, et qu'il va falloir la rembourser, puisque les actifs étaient aussi nantis au profit des créanciers. Donc, on avait le risque à l'époque. On écrivait partout dans les rapports qu'on pouvait perdre la marque, et c'était vrai. Et donc, ça m'a pris environ 2 ans et demi, 3 ans pour rembourser toute cette dette. Donc, on savait que il fallait passer par là, parce que la marque ne nous appartenait plus. En fait, elle pouvait partir à tout moment. Il y a même eu des procès au tribunal. Enfin, je crois que c'était public à l'époque et depuis, tout le monde a bien oublié. Donc ça, c'était la première chose, phase de survie. Et ensuite, pour repartir, il y a eu des décisions un petit peu drastiques qui ont dû être prises. Plutôt que de repartir avec des studios en interne, je suis reparti avec des studios externes, en partageant les investissements et donc en partageant les profits ensuite. Mais ça nous permettait d'avoir plus de jeux. Et la deuxième chose, c'est que compte tenu de la puissance de la marque, j'ai relancé un programme de licence de façon très agressive. C'est-à-dire qu'au début, on a donné des droits sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, simplement parce qu'on touchait un chèque de 300, 400, 500 000 $. Aujourd'hui, on touche des chèques plus importants pour les mêmes droits. Mais bon, il fallait, c'est un petit peu c'était une façon de refaire vivre cette marque. Voilà, c'est une traversée du désert. Vous savez, OK, vous avez un point d'eau, vous devez aller où est-ce qu'on va retrouver le prochain point d'eau. Donc, simplement, c'est plutôt tactique à ce niveau-là. Et alors aujourd'hui, Atari, si on essaye d'expliquer où on en est, peut-être juste avant d'attaquer la prochaine révolution. Donc Atari, aujourd'hui, ça reste quand même des jeux. Des jeux. Qu'est-ce que vous avez comme jeu phare ? Alors aujourd'hui, d'abord, il y a une partie, je dirais, l'ADN de la société sont les activités traditionnelles, évidemment les jeux. Donc sur les jeux, on est pour l'instant principalement sur des jeux free-to-play, sur du mobile, des jeux de simulation grand public. On fait très peu de jeux de shoot ou de jeux de voiture, parce que, l'équipe, je ne suis pas tellement là-dedans, donc c'est quand même assez... Il faut déjà que les gens soient motivés pour le faire. Et deuxièmement, notamment dans les jeux de voiture, la barre est devenue très, très élevée. Donc
on est aujourd'hui un petit peu hors du marché. Donc, jeux de simulation. On a aussi lancé l'année dernière l'Atari VCS, Video Computer System. Donc, c'est un Juste sur ordinateur. les jeux de simulation, qu'est-ce qu'on peut citer? Moi, j'avais noté Alors, Ninja Golf, Ninja Golf, Roller Coaster Tycoon, on a des jeux de combat. Roller Coaster Tycoon Touch, c'est plus de 30 millions de téléchargements? Plus de 30 millions de téléchargements. On a aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes tous les jours. C'est le jeu en fait qui nous a permis de repartir aussi. Un jeu que je connaissais très bien, qui nous a permis de repartir. On l'a passé sur mobile, alors qu'avant, ça n'avait jamais été fait. Donc, c'est une grosse franchise pour Atari. Et ensuite, on relance au fur et à mesure les anciens jeux. On les adapte sur des jeux mobiles, sur aussi, on repart mobile, PC, console. Donc, c'est... Alors, sur les produits, donc, une nouvelle console VCS. Alors, c'est un ordinateur. Ordinateur console, c'est un produit hybride. Alors, 3 ans d'attente, hein. Alors, 3 ans d'attente, donc un an pour le Covid, puisqu'on devait la sortir en mars de l'année dernière. Donc alors, on va réduire à 2 ans. Non, l'intérêt de ce projet, c'est qu'on voulait vraiment le faire. On est en train de la découvrir à l'image, ouais. Donc, c'est un produit hybride, c'est à la fois un ordinateur avec énormément de mémoire, qui n'est pas cher du tout. Et c'est pas je ne suis pas là pour faire une vente forcée, mais c'est quand on regarde les caractéristiques de la machine, c'est une machine qui est très bon marché, qui est très souple, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter de la mémoire, qui est un système ouvert, Linux, et qui vient avec des contrôleurs. Donc vous avez donc sur cette machine un produit hybride à la fois ordinateur et aussi un environnement console dans lequel il y a un magasin avec un store avec des jeux qu'on alimente régulièrement. Donc c'est une combinaison des deux formes. Et alors pourquoi ces années d'attente? Alors c'est très simple. On a démarré le projet avec une campagne de financement Indiegogo. Donc on avait une sorte de design, on savait où on voulait aller. On a levé à l'époque 3 200 000 $. En crowdfunding? En crowdfunding sur Indiegogo. Et ça nous a pris environ 1 an et demi pour la conception, les tests, la phase de, je dirais, construire les machines qui permettent de construire la machine. Donc, sélection de l'usine en Chine, vérification, négociation avec tous les fabricants, tous les fournisseurs de microprocesseurs. Et ensuite, on était parti pour un lancement en mars 2020. Et le Covid, en fait, nous, on a vu le Covid arriver très vite, puisque fin février, l'usine nous a dit que le gouvernement chinois leur donnait 1 semaine de vacances supplémentaires. Ce qui a quand même nous déclenché, en tout cas, ça a déclenché quelques alarmes chez moi et c'est fait. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé avec un lancement qui était donc fin d'année. Voilà, fin d'année dernière. Vous avez évoqué aussi les licences. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sous licence Atari aujourd'hui? Alors, lorsqu'on parle de licence, les gens pensent aux t-shirts, parce qu'on les voit partout. Ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est une marque qui est un peu pop culture aujourd'hui, qui va bien au-delà du jeu. J'ai beaucoup de gens que je rencontre qui me disent ah, c'était super, c'était dans les années 80, donc c'est toujours des bonnes mémoires, de bons souvenirs. Et donc, ce qui nous a permis surtout de relancer la société, c'est ce qu'on appelle les bornes d'arcade, les petites machines qui avant étaient dans les bars, mais maintenant ça se fait pour la maison. Et là, on a eu des partenaires, on a donné des droits, on a conclu un accord, on a consenti les droits pour une durée contre des royautés. Et ce sont ces produits de bornes d'arcade à la maison qui nous ont permis de vraiment sortir du gué. Et depuis, on essaye, donc on a lancé le concept des hôtels Atari. Donc on s'est associé avec 2 groupes d'investisseurs pour développer le concept des hôtels Atari. Donc là, c'est celui-ci. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous dites tiens, on va se maquer avec des hôtels? Je pense que ça vient assez naturellement. C'est-à-dire que on voit, le jeu étant partout dans toute la société, on voit même vous avez maintenant des phases de formation dans les sociétés où on met du jeu parce qu'on sait que le jeu va automatiquement attirer l'attention. C'est le modèle du casino finalement qui vous inspire? Non, je pense que c'est plus le modèle des parcs d'attractions. D'accord. À savoir qu'aujourd'hui, on sait que c'est une grosse activité. Et on voit bien qu'il y a des limites dans les thèmes qu'on peut offrir. Et là, aujourd'hui, avoir une expérience, comme on dit, inclusive, avec une expérience un peu plus moderne, avec du jeu, de l'animation et un peu du rire, alors qu'un hôtel, ça peut aussi être très, très classique. Je crois que en fait, le concept s'est installé et s'est créé lui-même. On a eu plus de 30 milliards de vues le jour où on a annoncé l'accord. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les investisseurs sont associés à Steven Wozniak, qui est un des cofondateurs d'Apple et qui était un des premiers salariés avec Steve Jobs d'Atari. Donc, ils étaient employés, je ne sais plus, 20, 21, les deux. Ils ont d'ailleurs des crédités de la création de Breakout. C'est un jeu le jeu où on casse les briques. C'est eux qui l'ont fait. Quand vous regardez les crédits, c'est Steve Jobs
et Steven Wozniak. Donc, voilà. Donc, mais c'est pour ça, le concept, c'est quand même installé. Donc les premiers seraient 2023 à Las Vegas, le premier. Et puis la crypto-monnaie. Alors, vous lancez un là, token. ouais. Voilà. Vous lancez un token, Atari Token, avec un premier essai en 2018. J'ai noté une cotation en octobre 2020. Et puis là, il y a l'annonce de toute une nouvelle stratégie blockchain dont on va maintenant parler. Donc, finalement, Atari va se séparer en deux divisions. D'un côté, Atari Gaming et de l'autre côté, Atari Blockchain, avec un changement de direction générale, puisque vous allez vous concentrer sur cette branche Atari Blockchain, mais aussi sur l'activité de licence, je crois que vous gardez sous votre responsabilité. Depuis quand, je donnais la date de 2018, mais depuis quand vous travaillez vraiment sur ce projet crypto et blockchain? Alors, on l'a annoncé. Le premier projet, on l'a annoncé en 2018, donc on avait démarré avant. Je suis un peu comme tout le monde. J'aurais préféré démarrer encore plus tôt dans les blockchains. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que derrière le token, derrière le Bitcoin, il y a avant tout la technologie blockchain, qui, elle, va rester. On est sur les systèmes distribués qui s'imposent. Aujourd'hui, on voit bien l'utilisation de ce système. Et donc, pour faire fonctionner la blockchain, il vous faut des crypto-devises. Ce qu'on a toujours voulu faire, c'était avoir une crypto-devise Atari qui devienne une monnaie de référence ou une crypto de référence dans le domaine du jeu. Pourquoi ? Parce que la marque est très connue. Et le plus intéressant pour nous, c'était d'avoir une crypto-devise qui soit utilisée sur le maximum de jeux, le maximum de plateformes. En 2018, on avait fait un premier accord avec un des cofondateurs d'Ethereum, notamment, donc la société s'appelait INL. Et à l'époque, on n'avait pas encore assez d'argent, donc on avait un partenariat minoritaire. Et la stratégie qui avait été prise à l'époque, c'était de dire, on va faire un token Atari, mais il ne sera utilisable que sur cette plateforme-là, que sur cette application-là. J'étais pas très convaincu, et quand on s'est retrouvé 18 mois plus tard, effectivement, le projet n'avait pas avancé. Donc, on a repris les droits à ce moment-là, et on a lancé, nous, notre projet en partenariat 50-50, et on a décidé de prendre une stratégie inverse, qui était d'avoir une crypto-devise qui soit utilisable sur le maximum de plateformes. On est aujourd'hui sur plein de sites web. OpenSea, on y est. On a ouvert le casino sur Decentraland. C'était cette semaine. L'idée, c'est d'avoir une crypto-devise qui soit utilisable dans le maximum de jeux, le maximum d'applications, de façon à ce que cette crypto-devise devienne même indépendante d'Atari. C'est une marque. Et donc, ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on travaille à la fois sur nos jeux sur le blockchain, mais on donne aussi des licences et on fait en sorte d'avoir le maximum de cas d'utilisation possible. Là, il y a des sites de chevaux, de courses de chevaux sur le blockchain en Australie. Et vous surfez alors sur la tendance des NFT ? Ah oui, on en a sorti. Donc là, il va y avoir des vagues, c'est pareil. Là, il y a eu une première vague de NFT, il y a une sorte d'excitation énorme, on va dire. Spéculation même. On peut dire. Là, pour l'instant, c'est en train de retomber un peu. On va arriver sur une deuxième génération de NFT, c'est-à-dire des cartes qu'on va pouvoir utiliser, mais ensuite qui auront d'autres utilisations, soit dans un monde virtuel, soit pour avoir accès à des produits physiques. Et donc, il va y avoir, c'est toujours des vagues, c'est toujours une courbe croissance, il y a des oscillations autour de cette courbe. Donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais il va y avoir des hauts, des bas, c'est certain. En revanche, la technologie blockchain... Et vous fixez quel objectif, vous, à horizon 1 an, 2 ans, avec cette stratégie blockchain ? L'objectif d'Atari, donc, c'est plus généralement, c'est d'avoir un écosystème Atari sur le blockchain. Un écosystème qu'on opère pour une partie et qui est opéré par des tiers ou sous forme de licence, de façon à ce que la marque soit la plus présente possible. Ce qui est intéressant avec ces nouvelles plateformes, et ça a été le cas avec chacune des consoles, quand vous regardez PlayStation 2, PlayStation 3, la 360 d'Xbox, il y a une redistribution des cartes, parce qu'on repart un petit peu à zéro. Alors quand vous arrivez avec des marques assez intéressantes et qui sont fortes, vous pouvez tirer parti de cette redistribution des cartes, et vous pouvez repartir plus vite que les autres. Mais c'est ça qui se passe. Donc, c'est un peu comme si vous faites de la musique et tous les 5 ans, il faut changer de support, parce que c'est quand même ça qui se passe sur l'activité jeu. On arrive déjà à la fin de ce grand entretien qui va se terminer donc par quelques questions express. Je ne vais pas pouvoir vous en poser beaucoup, donc il faudra vraiment répondre de manière assez rapide et spontanée, s'il vous plaît. Je vais commencer par vos rêves, Frédéric Chenet. Je pense que mon rêve, c'est de continuer à faire en sorte qu'Atari devienne une vraie marque pop culture, bien au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous avez des peurs ? Écoute, non, on se prépare. Donc, on voit bien je crois que j'ai une bonne intuition de ce qui peut arriver de bon et de mauvais. Et je me prépare plutôt pour ce qui est le mauvais. Ça doit être dans la nature. Des interrogations ?
Interrogation, non, pas vraiment. On avance, on sait qu'on apprend en marchant, on sait qu'on va faire des erreurs. Simplement, on sait qu'il va falloir se relever après. Donc, il y a toujours une deuxième chance, une troisième chance. Le tout, c'est de jamais aller, comme on dit au poker, tapis. Parce que quand on gère les sociétés, on ne peut pas aller tapis. C'est juste pas possible. Il faut toujours avoir et garder suffisamment de moyens pour voir le coup d'après. Bon, et est-ce que vous avez, vous, à titre personnel, une idée fixe? Non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer. Il y a plein de choses à faire. Au plan professionnel, j'entends, plein de choses à faire. Donc, ce qu'on voudrait, c'est avoir plus de moyens pour aller encore plus vite. Mais il faut aller aussi avec son temps. Et on ne peut pas faire, je dirais, on n'est pas seul. On a besoin que tout l'écosystème des blockchains avance. Parce qu'on ne peut pas être en avant de son temps et en arrière. Donc, il faut aller vraiment avec la vague. Merci beaucoup Frédéric Chenet, vous nous permettez encore une fois d'approcher cette révolution profonde du jeu vidéo qui irradie et qui a une incidence sur toute la société, on le voit bien. Je rappelle donc que vous êtes désormais le directeur général d'Atari Blockchain. Alors vous ne pouvez pas rester avec nous, mais à suivre, vous allez le suivre à l'antenne, une annonce en avant-première et en exclusivité dans Smartech, c'est le lancement de Space Founders.